Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Annie Dupéret, une grande fille toute simple, une grande dame rayonnante, une petite fille blessée à mort. Les trois cohabitent en elle et partageront ce soir le divan de Marc-Olivier Fogiel. Une première, quasiment, parce que j'ai été voir une fois, pendant un moment, un psy, mais j'étais pas sur un divan, c'était des conversations, voilà. Bonsoir Annie Dupéret. Bonsoir Marc-Olivier. On a eu une de vos amies au téléphone pour préparer cette émission, on en a eu d'ailleurs plusieurs, elle nous a dit « Annie, quand elle arrive quelque part, c'est le soleil, et quand je vous vois sur ce divan, avec votre charisme, votre pétulance, je me dis qu'elle n'a pas tort ». Tout respire chez vous une forme de joie de vivre, et pourtant derrière la Annie virevoltante qui rayonne à la télé avec une famille formidable, derrière la grande comédienne de théâtre, on va encore s'en rendre compte ce soir, derrière la fille solaire de ce film incroyable, Un éléphant ça trompe énormément, il y a aussi cette Annie qui, si on la bouscule un peu trop, est pleine de larmes. Il va pas me bousculer, j'espère. C'est plus mon genre, Annie. Je vais essayer de vous accouchez d'une certaine manière ce soir, puisqu'il y a cette part sombre chez vous, ce décès très prématuré de vos parents dans des conditions tragiques, asphyxiés dans leur salle de bain. Et donc, vous avez mis du temps à raconter ça, vous l'avez écrit, ces livres vous ont guéri. Ce soir, vous appréhendez l'idée de vous replonger dans ce passé ? Oh, un peu, parce que c'est toujours douloureux, un peu, la rétrospective. Mais, et puis ça, le voile noir, c'était pas du tout une chose sur le passé, c'était très spécial. C'est curieux, d'ailleurs, quand on écrit un livre très personnel, comme ça, ce qu'il y a de plus important, je pense, c'est de définir le sujet en soi que l'on veut traiter et s'y tenir. Voilà. C'était quoi le sujet que vous vouliez traiter C'est ça, c'est comment est-ce que on ne guérit pas pendant 30 ans ? Comment est-ce qu'on ne fait pas un seul pas vers le deuil en 30 ans ? Voilà. C'est un livre qui soulève le pansement et qui dit voilà comment c'est quand on ne fait aucun pas et qu'on ne veut pas guérir. On va démarrer par une image un peu légère pour se faire plaisir, une archive où on vous voit exercer avec une grâce folle l'un de vos multiples talents. Le trapèze, c'était à l'ouverture du 40e gala de l'Union des artistes en 1973. Et vous êtes aérienne, Annie. Annie Dupéret. Magnifique, donc oui, au Cirque d'hiver. C'est le premier des galas de l'Union que j'ai fait. Pour être aussi folle, légère, aérienne, Annie, il vous a fallu laisser des valises bien chargées derrière vous. Les valises, c'est donc ce terrible drame de votre enfance. Vos parents sont morts tous les deux en même temps, asphyxiés au monoxyde de carbone dans la salle de bain de leur nouvelle maison. Oui, maison mal finie. Ils avaient 38 ans, vous 8 ans et demi, vous deviez les rejoindre pour faire votre toilette, vous avez désobéi, vous avez préféré rester au lit, et grâce à votre désobéissance, votre vie a été sauvée. Elle a été aussi, gelée, figée, puisque tout ce que vous aviez vécu jusqu'à là, les 8 premières années, ont été effacées de votre mémoire, plus aucun souvenir de votre vie de l'époque. Oui. Est-ce qu'un nom avait été mis sur cette maladie, sur cette amnésie ? Non, il n'y a pas de nom, c'est
C'est une amnésie sans doute. J'ai écrit après que elle était si profonde que je suis bien obligée de supposer qu'elle était charitable. Sinon, j'aurais peut-être souffert encore plus de me rappeler le bonheur avant. Donc à 8 ans et demi, tout s'efface. Vous allez consulter à ce moment-là? Vous prenez des médicaments? Ça se passe comment? Pas du tout. Dans mon milieu, non. D'ailleurs, tout le monde était traumatisé par ces morts. Ils avaient 30 ans, mes parents, l'un et l'autre. Je veux dire, c'était 2 beaux enfants, pleurés par 2 familles. On n'en parlait pas, quoi. On évitait les fêtes, d'ailleurs, pour pas se rappeler. Il y a eu très peu de fêtes, moi, dans mon enfance, parce qu'à chaque fois, on pensait à eux, donc on contournait. Juste un milieu très simple, hein, un milieu pas ouvrier, mais un milieu vraiment de gens assez populaires. Donc on se débrouillait avec ça, vous, la petite fille de 8 ans et demi? Bien sûr, on se débrouillait. Je veux dire, on n'allait pas voir un psy. Voilà, on se débrouillait. On avait à se débrouiller avec les aléas de la vie, puis c'est tout. Vous, votre façon de vous débrouiller, ça a été une espèce d'énergie du désespoir, d'une certaine manière. Dès la mort de vos parents, dans un premier temps, vous fonciez, vous aviez une forme presque de joie de vivre, j'allais dire. Oui, tout à fait. Un déni. Puisque c'est comme ça, je vis et puis voilà, quoi. C'était une réaction à contrario. Peut-être j'avais l'âge aussi pour ça. J'avais 8 ans et demi, presque 9 ans. Donc j'avais déjà beaucoup reçu d'eux. J'avais déjà un caractère assez formé pour pouvoir réagir. Parce que, effectivement, sur un événement comme ça, où on s'écrase, où on rebondit. J'ai rebondi. Votre grand-mère était troublée. 9 mois après la disparition de vos parents, elle voulait voir finalement ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Peur. Je comprends que cet enfant qui avait l'air comme ça, tout allait bien, je veux dire, qui jouait, qui criait, alors que ses parents n'étaient plus là, c'était bizarre. Est-ce que j'étais un monstre? Donc elle a mis sur mon lit, par surprise, une photo de mes parents. Et ça a été une explosion, quoi. Je me suis complètement écroulée. Elle a essayé de me consoler comme elle pouvait. Donc, mais c'était très salvateur, quelque part. Elle voulait s'assurer que je ressentais quelque chose. Et une fois qu'elle a compris ça, que c'était une défense, elle n'a plus jamais tapé sur cette corde sensible comme ça. Vous en avez voulu à cette grand-mère, à ce moment-là, d'avoir, d'une certaine manière, fissuré la carapace? À ce moment-là, oui. Ouais. À ce moment-là, oui. C'était très violent, très douloureux, quoi, de me mettre face à leur image comme ça. Mais c'est après que j'ai compris. D'ailleurs, j'avais appelé ce chapitre « Faites pleurer les enfants ». Voilà, faites pleurer les enfants qui veulent ignorer qu'ils souffrent, parce que c'est un grand service à leur rendre. Et d'ailleurs, vous avez écrit « Ce coup de scalpel que ma grand-mère donna à mon chagrin noué eut pour résultat de durcir davantage ma réaction contre leur mort. On n'y prendrait plus. » D'une certaine manière, vous êtes construit derrière ça un bouclier encore plus solide, une armure? Oui. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui, c'est vrai, c'était une armure. Plus tard, je me suis définie comme une funambule, en fait. Une funambule? Comme une funambule au-dessus d'un lac noir. Comme le trapèze, vous savez. Mais il n'est pas impossible un jour que je chute dans ce foutu lac noir. Voilà. C'est arrivé à d'autres gens, ça. Et il allait falloir que je m'attaque à ça, certainement un jour, voilà, que je redescende. Et ça, vous l'avez fait? Oui, avec le voile noir. Avec le voile noir, ça a permis ça, on va y venir, une forme de psychothérapie, d'une certaine manière? C'est pas ça qui a été la psychothérapie. C'est pas ça du tout. Ce qui a été la psychothérapie, c'est le public. C'est les gens. La réaction des lecteurs, le deuxième livre. Voilà, c'est eux qui m'ont tiré de là. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, je connais pas d'autres auteurs, s'il y en a, dites-le moi, dont la vie, carrément, a été changée par leurs lecteurs. Ça, je ne connais pas d'aventure. Ça, c'est émouvant. Vous voyez, ça m'émeut. D'aventure aussi extraordinaire que ça. Ce sont les gens, ce sont les lecteurs qui anonymes, qui m'ont tellement rendu par leurs lettres, par tout ce qu'ils me disaient, c'est eux qui m'ont tiré de là. C'est ça extraordinaire. Ils vous ont sauvé. Oui. On va voir dans quelles conditions tout à l'heure. En tout cas, cette protection-là, elle est présente jusqu'à dans votre écriture, ce besoin de vous protéger. On a soumis votre écriture à notre graphologue. Elle ne sait évidemment pas de qui émanent les quelques lignes qui lui sont soumises. Elle sait qu'il s'agit d'une femme. Et voilà ce que dit votre écriture de vous. C'est intéressant. Ce qui frappe en premier l'œil de la graphologue, c'est le trait large et pâteux au feutre noir de cette écriture qui est grande en dimension, avec des lettres à la fois dodues et une verticalité. Tout ça révèle une personnalité avec une forte dimension affective, mais affectivité que probablement cette personne contrôle.
En fait, elle a besoin de se protéger, elle a besoin de sécurité, elle a besoin d'avoir son nid, mais parallèlement à cela, on voit que l'écriture est très contrôlée dans son mouvement, ce qui révèle une capacité à se concentrer, à donner le change, à faire face, en étant très efficace dans son domaine professionnel. Les A sont en fleurs fanées dans le langage des graphologues, c'est-à-dire avec un trait qui barre la lettre affective. Ça indique probablement que cette femme, derrière le fait de faire face et d'être courageuse, a un sentiment de solitude à l'intérieur. En conclusion, dans cette écriture, c'est qu'il y a beaucoup de signes en fait, qui restent de l'enfance, comme un peu une petite fille qui est dans une grande demande et dans une quête affective d'amour importante, comme si elle n'avait pas reçu tout ce dont elle avait eu besoin. C'est joli. Et au-delà de ça, ça vous parle? Ah oui, 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 oui. Bravo, madame. On va se replonger encore dans l'époque, puisque vous aviez des journaux intimes dans lesquels vous consigniez vos états d'âme. Et à l'âge de 13-14 ans, vous écriviez « Il faudra un jour que j'écrive mon livre. Il le faudra absolument, que j'y parle enfin de leur mort, que je dise ce que je garde tout au fond de moi et qui m'étouffe, qu'ils m'ont appelé pour venir avec eux dans la salle de bain et que j'ai refusé obstinément de les suivre et qu'après cela, je les ai entendus mourir sans me réveiller vraiment. » Il y a eu un sentiment de culpabilité qui était quand même très présent, manifestement. Oui, oui, très, 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 très présent. C'est quand même étonnant que dans la seule ligne où je parle des parents, dans ce journal intime de mes 13 ans, j'ai la conscience. Les jeunes diraient c'était inscrit dans le disque dur que ce devait être un livre. Il n'était pas question d'aller voir un psy ou d'en parler à quelqu'un. Déjà à 13 ans, vous pensiez au livre. C'était mon livre en majuscule, mon livre. C'était incroyable, quoi. Donc c'était la conscience qu'il fallait que ce soit un livre. Et d'ailleurs, c'était une conscience exacte, il fallait que ce soit un livre. Parce que aucun psychanalyste n'aurait pu, comme ses lecteurs, m'apprendre, en fait, ce qui s'était passé le matin de la mort de mes parents. Alors, et pourquoi je n'étais pas coupable. Le livre, il arrive bien après, il arrive en 1992, mais la petite fille que vous étiez, comment vous le viviez quand, par exemple, à l'école, on vous demandait, dis, c'est vrai que tu as laissé mourir tes parents? Oui, ben c'était des petits chocs, ça, mais... Petits chocs, oui, un grand choc, même, certainement, puisque je m'en souviens très bien. Les gosses sont effectivement extrêmement méchants. Mais... je me souviens pas, j'avais pas conscience de cette espèce de culpabilité comme ça. Elle se traduisait pas, en tout cas, par un empêchement d'être gay ou de faire des choses, par un repli sur soi, pas du tout. Mais ces chocs dont vous parlez, le fait d'avoir entendu tout de suite après la mort de vos parents cet homme dire on aurait pu les sauver à quelques minutes près. Ah oui, ça oui. J'imagine que ça résonnait chez vous terriblement. La petite fille, encore même si 5 minutes et on les aurait eus. Je me rappelle de ce terme. On les aurait eus. Dans quel état, je n'en sais rien. Depuis, j'ai appris que ça aurait probablement été dans un sale état. Mais donc, il valait peut-être mieux qu'ils s'en aillent plutôt que de rester grabataire ou je ne sais pas quoi. Parce que le monoxyde de carbone attaque quand même très très fort les cellules cérébrales. Hein. Si on les aurait eus à 5 minutes près, je ne sais pas dans quel état ils seraient restés, quoi. Vous ne le savez pas aujourd'hui, mais à l'époque, forcément, vous avez dû vous dire... Bien sûr. Ça s'est joué à rien. Et si j'y étais peut-être allé... Quand on se sent profondément coupable de quelque chose, de dire c'est peut-être moi qui aurais pu les sauver et je ne l'ai pas fait, j'ai été paresseuse, je suis restée au lit. Donc il a fallu que des anesthésistes, des médecins, lisent mon livre et décryptent entre les lignes en me disant « relisez votre texte ». Relisez vos réactions, de la manière dont vous parlez, dont vous sentez vos bras et vos jambes lourds, dont vous ne pouvez pas vous réveiller, dont vous entendez les bruits de manière bizarre. Vous décrivez tous les sentiments qu'ont les gazés quand ils étaient asphyxiés. Vous étiez asphyxié vous-même. Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas levé. Des années après, c'est eux qui vous ont sauvé de ça. Des années, c'est les lecteurs qui me l'ont dit. C'est ça que c'est la petite fille, elle extraordinaire. n'en avait absolument pas conscience. Est-ce que les adultes, à l'époque, vos grands-parents, votre tante, essayaient de vous déculpabiliser, ou alors on n'abordait pas du tout... On n'abordait rien. Rien. Eux-mêmes se débrouillaient avec leur chagrin, on me laissait débrouiller avec le mien. Voilà, on ne s'occupait pas de ça. Et quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur la façon dont on ne s'est pas assez peut-être penché sur vous à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, vous le comprenez, vous êtes adulte. Oui, je le comprends. Mais à l'époque... C'était comme ça, je le comprenais aussi. Vous le compreniez aussi? Oui, comme par exemple... j'ai écrit qu'effectivement, d'avoir été séparée de ma sœur après la mort des parents, c'était le pire qui nous soit arrivé. Mais je ne leur en veux pas du tout, mais je les comprends très bien, Chaque famille avait perdu un enfant de 30 ans magnifique.
Pourquoi une des familles aurait-elle eu le droit d'avoir ce qui restait de ce couple ? C'est-à-dire les 2 enfants, ils en ont pris chacun un. Ça me semble tout à fait quelque part logique. Et puis en plus, on n'avait pas beaucoup de sous chez moi. Personne n'avait les moyens d'élever, de prendre d'un seul coup 2 enfants comme ça à charge. On dit qu'ils auraient pu se débrouiller effectivement pour ne pas nous séparer, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'était terrible quand vous avez été séparés de votre sœur. Donc là, on voit bien, vous êtes une sorte de petite maman, d'une certaine manière. Oui, j'ai beaucoup réfléchi sur cette photo quand j'écrivais, effectivement. C'est évident là-dessus, de voir que c'était mon bébé aussi. Je l'avais attendu, cet enfant. Je l'avais attendu, je souffrais d'être fille unique. Donc quand Patricia est arrivée, donc j'ai attendu, quelques mois avant le drame, vous l'attendiez, Ouais. et quand vous avez été séparés, vous avez écrit « Après le grand choc de la solitude irréversible, m'enlever ce bébé que j'avais commencé à aimer était bien plus une cruelle épreuve. On me vidait les bras de l'être qui m'était le plus proche et sur lequel j'aurais pu reporter ma tendresse, être amputé en quelques jours de tous ces objets d'amour, père, mère, sœur. Il y a quoi forger un égocentrisme forcené. » Voilà, c'est ça. Puisque c'est comme ça, hop, je me recentre sur moi. C'est ce que vous avez fait. Je suis sur mes pattes et voilà. C'est un mécanisme. Vous comprenez ça. Évidemment pourquoi je suis marraine des SOS Village d'Enfants, bien sûr. Parce que j'ai vécu ça, je sais ce que ça fait quand on sépare des frères et sœurs comme ça, même avec une différence d'âge qui semblait à l'époque pas très grave, parce qu'on m'emmenait la voir, elle semblait pas me manquer. Ce qui se développe est infiniment plus grave. C'est-à-dire que le petit attend inconsciemment que cette grande qu'elle ne voit pas remplacera un jour le père et la mère disparus. Voilà, c'est la grande qui va faire le miracle de lui rendre tout cet amour-là. Et moi aussi, il me manquait quelque chose. Moi aussi, on m'avait déchargée d'une petite responsabilité naturelle, quelque part, de prendre soin de cet enfant, d'avoir des rapports affectifs avec elle. Et ça a été donc compliqué, on l'a bien compliqué, compris, oui. D'autant que votre sœur, on ne lui a pas dit que ses parents étaient morts, mais elle a dû appeler pendant des années ses grands-parents, papa-maman, elle ne savait pas qu'il ne l'était pas. Est-ce que vous, puisque c'est vous qui lui avez révélé ça, quand vous aviez 14-15 ans, il s'imposa à moi que cette situation était malsaine et insupportable, mais lorsque je passais outre l'interdiction qui m'avait été faite de lui en parler et que j'ai décidé de lui dire la vérité, elle le savait déjà, bien sûr. Vous avez eu besoin, à un moment donné, de le lui dire, mais elle le savait déjà, en fait. Oui, elle l'avait appris. Elle m'a dit vers 6-7 ans. Ça se passe toujours comme ça, quand on essaie de cacher quelque chose de très, très important à un enfant. Il y a une conscience. Il y a les voisins, il y a un mot par-ci, par-là. Puis de toute manière, on sent quelque chose de pas tout à fait normal. Pourquoi est-ce que ses parents avaient déjà 70 ans ? Enfin, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il fallait quand même un peu une part de bêtise de leur part de penser qu'elle allait pas découvrir un jour que c'était pas son père et sa mère, que c'était son grand-père et sa grand-mère. Et pendant toutes les années qui ont précédé cette révélation, quand vous alliez la voir, vous vous présentiez comme quoi ? Comme vous-même, vous faisiez semblant d'être la fille de vos autres grands-parents ? J'étais sa sœur, mais personne ne lui expliquait pourquoi sa sœur ne vivait pas avec elle. Voilà. Vous parliez de l'association SOS Village d'Enfants. C'est une association qui permet donc aux fratries dont la situation familiale nécessite le placement de grandir ensemble. Qui réunissent des fratries. On comprend bien que ça a été pour vous un traumatisme de ne pas pouvoir vivre avec votre sœur. Sur le lien que vous avez tissé avec elle après ou vous n'avez pas tissé avec elle, votre ami Jean-Paul Borde, qui sera avec nous après, dit « Annie avait très envie de retrouver sa sœur, mais c'était difficile. Elles n'ont pas pris la même route. Elles n'avaient pas la même façon d'aborder la vie. Annie était beaucoup plus forte. » Votre autre amie comédienne, Béatrice Agenin, nous a dit « Avec Patricia, c'était comme une relation impossible. Finalement, Annie, elle a eu le temps d'être aimée par ses parents, pas Patricia. » Oui. Cette sœur qui est décédée en 2010 de problèmes cardiaques, finalement, vous n'avez jamais réussi à construire avec elle ce que vous auriez souhaité construire ? Non, parce que justement, ce que je disais précédemment, créait une distance terrible. C'est-à-dire que quand les enfants sont séparés comme ça, alors qu'ils souhaiteraient ardemment être ensemble, il se développent des rêves impossibles. Chacun rêve de l'autre. Moi, c'était, ça sera ma meilleure amie. Et elle, ça sera papa et maman réunis. Donc, ça fait des chocs, quoi. Donc, on essaie toujours de se mettre au diapason et ça ne l'est jamais. Maintenant qu'elle est partie, ça fait 7 ans, est-ce que c'est un manque fort de ne pas avoir réussi finalement à vous être trouvé, ou alors votre nature positive, on le voit bien, a pris le pas et vous dites c'est comme ça la vie? Ça, je veux pas en parler parce que c'est trop sensible.
Mais si vous voulez, ma sœur est morte quelque part de cette douleur. Voilà. C'est le cœur qui a lâché, et j'ai toujours pensé qu'il a lâché parce qu'elle a vécu toute sa vie le cœur serré. Ça, c'est une photo que vous aviez faite de Oui, votre sœur c'est une Patricia, photo. puisque... Je l'ai beaucoup photographiée quand elle était jeune, effectivement. C'était une manière de tenter de remplacer le père photographe aussi, voilà. Moi, j'avais été extrêmement photographiée, donc j'essayais de rendre cette chose-là, voilà, dans mon regard. Mais cette photo est assez terrible. Pourquoi terrible? Elle est belle, mais elle est terrible. On voit. Parce qu'on sent de la souffrance, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Dans les yeux, peut-être? Oui, dans les yeux et dans les ongles. Et dans les ongles. Ouais. On voit tout, hein. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, chez vous, est douloureux. C'est jardin secret. C'est le jardin secret. Vous avez presque plus de facilité à parler du drame qui vous a touché petite. Oui. Peut-être que vous l'avez plus intégré, ce drame-là. Absolument. Vous l'avez donc écrit dans ce voile noir. Et d'ailleurs, vous écrivez une lettre ouverte à votre mère pour lui demander pardon de l'avoir oublié. Vous dites... Je ne peux m'empêcher de deviner, de savoir que tu as laissé ouverte la brèche à l'accident, au soulagement, au dénouement, que c'est toi, frileuse comme toutes les mélancoliques, qui insista pour fermer la fenêtre de la salle de bain ce matin-là. Et je ne peux plus ignorer, sachant tout cela, ayant vu tomber papa, et t'étant traîné vers la porte, cette porte qui pouvait laisser entrer l'air et la vie, que sur le point de l'ouvrir, tu préféras par lassitude ne pas faire l'effort, laisser retomber ta main, laisser faire et dormir. C'est très émouvant comme lettre. Est-ce que le but aussi de cette lettre, c'est vous déresponsabiliser de la mort de vos parents? Si votre mère désirait en finir, vous n'étiez donc pas coupable, vous? Des années après, il y a quelqu'un qui écrivait un livre sur les mères, très joli livre d'ailleurs, et qui m'a dit, est-ce que cette lettre, vous la regrettez? Est-ce que vous auriez autre chose à dire de nouveau pour ça? Et j'ai relu la lettre, comme vous le faites là, et je pense exactement la même chose. C'est malheureusement exactement ça. Mon père n'était pas frileux, ma mère était frileuse, c'est elle qui a demandé à fermer la fenêtre, il n'y avait pas d'aération dans la salle de bain. Mais c'est absolument évident. Et je ne lui en veux pas, il n'y a pas à en vouloir. Et ce n'est pas un geste volontaire, c'était un acte manqué. Même pas. Je ne suis pas sûre qu'elle ait tenté le coup. Non, je ne crois pas, quand même. Vous écrivez dans le voile noir, arrivé au milieu de ma vie, je voudrais me pencher vers le deuxième versant, me connaître. Il me manque pour cela une part importante de moi-même. Quel a été le déclic? Comment vous vous êtes rendu compte de ce manque? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je m'y plonge d'une certaine manière? C'est un détail. J'aime beaucoup ça. La manière dont on se fait des croche-pieds à soi-même pour s'amener là où il faut... Donc je faisais des photos. De cette manière, c'est vrai que j'avais une recherche vers le père. J'avais jamais vu les photos de mon père. J'avais les négatifs. Je les ai gardés, mais pas ouverts. Ils étaient dans ce que j'appelle un tiroir de la commode sarcophage. Là, hop, là en bas, on n'ouvrait jamais ça. Et puis je faisais de la photo, des photos noir et blanc. Et un jour, mon petit agrandisseur s'est mis ce qu'on appelle à perdre le point. Et je me suis dit, oh, mais quand même, c'est bête, aimant la photo comme je l'aime, pourquoi est-ce que je ne m'achèterais pas un bel agrandisseur et pourquoi pas un multiformat qui me permettrait de développer enfin les négatifs de mon père? J'ai ouvert le tiroir et j'ai ouvert le tiroir. Mais quand vous avez ouvert le tiroir, je n'ai bien sûr jamais acheté l'agrandisseur, ce petit agrandisseur qui tout à coup s'est mis à mal fonctionner, a été la petite pierre sur mon chemin qui m'a fait mettre le nez exactement là où je devais le mettre. Voilà. Vous en avez fait une exposition de ces photos, mais quand vous les avez découvertes, ces photos, vous pouvez nous décrire ce que ça a généré chez vous? Tout d'un coup, vous replongez concrètement dans cette vie-là que vous aviez occultée. J'ai ouvert le tiroir, j'ai regardé d'abord les négatifs. Et quand j'ai vu des visages, déjà des visages que je connaissais pas, oh là là, j'ai tout remis dans le tiroir comme ça pendant un an, je crois. Un an. Ouais. Et après, je l'ai donné à un photographe pour qu'il fasse des planches contact, pour déjà découvrir un peu ça. Et puis bon, c'était en route. Et j'ai pensé d'abord, là je me suis encore pris par la main... Avant le voile noir, j'ai pensé faire un livre hommage des photos de mon père.
Et puis, je me suis dit, bon, un photographe, mon Dieu, que personne connaît, qui est mort il y a plus de 30 ans, 40 ans, mais il faut bien que j'écrive une préface, que je lui dédie ce livre. Et là, m'est venue d'un jet la page que j'ai appelée en tête du voile noir la non-dédicace. Une page d'une colère et d'une violence contre eux en disant non, je ne vous dédicacerai pas parce que je vous dois rien, vous m'avez quitté. Et moi-même, je me suis relue et je me suis dit, oh, putain, ça va pas du tout être ce que je pense. Ça va pas du tout être ce que je pense. Ouh là là. Et là, je suis partie. Voilà, j'ai compris ce que j'allais faire. Voilà. À ce moment-là, vous avez quel âge, Annie ? 40, 42. Pour nous parler de ce moment-là, est avec nous une de vos meilleures amies, votre agent, marraine de vos enfants. Elle vous connaît depuis 40 ans. Elle est témoin de cette écriture-thérapie. Elle est avec nous. Bonsoir, Daniel Guin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, Daniel. Vous vous souvenez, Daniel, de cette phase d'écriture, ce moment de colère presque, et qu'Annie a posé sur le papier, et enfin elle se penchait sur ce passé encombrant, j'allais dire? Un jour, j'étais dans le salon et elle m'a étalé les photos. Elle avait déjà l'idée du livre et elle m'a dit « Je vais parler sur ces photos, je vais écrire ». Et je revois sur le canapé du salon les photos étalées et les premiers textes qu'elle a écrits, qu'elle m'a gentiment donnés pour que je les lise. Mais c'est vrai que pour moi, les textes qu'elle a écrits n'ont vraiment pris de sens que quand je les associais aux photos. Les textes en eux-mêmes étaient très bien écrits, c'est pas le problème, racontaient quelque chose, mais le rapport à la photo donnait un sens mais bien plus fort, bien plus fort. Avant l'écriture de ce livre, elle vous parlait de ce passé lourd? Non, elle m'en parlait pas vraiment. Parlait à personne? Non. Ça. À personne, vous dites, Annie? Non. Non, je pense savait, que je disais à la limite, oui. Voilà. Je disais, mes parents sont morts quand j'étais jeune, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Je savais qu'effectivement, elle était orpheline, mais on n'en a jamais parlé. Pour ça, pour moi, il y a un avant le voile noir et un après le voile noir. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu le sentiment qu'elle écrivait ce livre comme une thérapie. C'était un besoin, comme elle a dit, et c'est vrai que j'ai vu. Et là, je l'ai vu autrement, c'était dans la Creuse, quand elle m'a donné, je sais pas, une centaine de lettres des gens qui avaient écrit sur le livre, qui lui répondaient, et elle m'a dit, je vais faire un livre avec ça. Et en particulier, je me rappelle qu'elle m'a parlé d'une lettre d'un médecin qui lui avait écrit, mais vous n'êtes pas coupable. J'ai eu le sentiment que ça l'avait libéré, mais d'une manière incroyable. Ça a été pour vous plus que libérateur. Ah oui, Daniel nous en oui. parle, votre amie Béatrice Agenin nous dit... Elle pensait qu'elle avait tué ses parents quand même. Les réponses de ces médecins ont changé sa vie et la vie de tellement de gens qui ont lu Annie Dupéret. C'était extraordinaire parce que c'était 5 médecins. Une anesthésie, c'était des médecins. Et ce qui était vraiment étrange, c'est que ces lettres me sont arrivées dans l'ordre. Et comme si celui qui écrivait la deuxième lettre avait lu la première, alors qu'il ne pouvait pas l'avoir lu, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Mais il reprenait son raisonnement en allant un peu plus loin. Et le troisième le reprenait en allant un peu plus... C'était incroyable. C'était comme si, de quelque part, on m'avait envoyé 5 renseignements par 5 personnes différentes qui faisaient un tout, alors que les uns et les autres ne savaient pas ce que l'autre avait écrit avant. Et donc, en fait, il vous curieux. déculpabilisait en vous expliquant que vous étiez vous-même asphyxié et que vous aviez tous les symptômes, en fait, d'une petite fille asphyxiée et pas d'une et qu'au fainéante. contraire, j'avais sauvé ma sœur. Et que vous avez sauvé votre sœur? Bah oui, parce que j'ai ouvert la porte, l'air est rentré, je l'ai emmenée dehors très vite, j'ai appelé des gens. En fait, ma sœur était aussi ce bébé qui ne pleurait pas, curieusement, pendant des heures après, alors qu'elle devait avoir faim et tout, c'est qu'elle était aussi touchée par ça. C'est une toute petite maison, voilà. Là-dessus, Daniel, je n'irai pas au-delà avec Annie, j'ai bien compris que c'était son jardin secret, mais vous avez été témoin de cette relation impossible avec sa sœur Patricia après. Je dirais pas relation impossible. Non, pas vraiment. Vous diriez impossible. quoi alors? Non, les mots parce que j'allais dire relation difficile, parce que faite de pics, de creux, de remontées, au fond une relation passionnelle, mais avec des chemins qui avaient tellement été différents que les moments de retrouvailles pouvaient être très très forts, et les moments, j'allais dire, de désaccord quand même, et d'engueulade malgré tout, ils étaient très forts aussi. Mais
très bizarrement, elles se retrouvaient toujours quand même. Toujours. Alors, je vais dire un truc sur ma sœur, effectivement. Si j'en en ai... C'est la première fois qu'on en parle, Marc-Olivier. Je ne savais pas que tu allais en parler. Peut-être si on en avait parlé avant, je t'aurais demandé de ne pas en parler. Il y a une seule raison à ça. C'est pas uniquement parce que c'est jardin secret que je ne veux pas en parler. Ma sœur a laissé une fille que j'aime beaucoup, qui est très sensible. Je ne veux pas que la presse à scandale s'empare de cette nouvelle. Je comprends. C'est pour ça que je ne l'ai jamais dit. Et je prierai ces messieurs, dames, de se taire. C'est très clair et c'est Voilà. dit très nettement. Pour conclure, Danielle, on voit bien ce tempérament de feu qu'elle a développé et manifestement depuis l'enfance, après ce drame. Elle a toujours été comme ça? Vous l'avez toujours vue comme ça? Quand j'ai rencontré Annie, elle m'intimidait beaucoup. Comme je crois, elle intimidait beaucoup de gens. Et on en rigole souvent quand elle me dit, bah oui, ça c'était... Moi, à 16 ans, je t'ai passé tout le monde d'une tête, de deux têtes, trop grand cou, trop grand bras, trop grandes jambes, trop grand partout, voilà. Et je pense que ça lui donnait un côté un peu hiératique, un peu, certains diraient hautain ou quoi, qui n'est absolument pas Annie. Et tu as amené les gens vers toi, tu les as montés vers toi, et tu as ce paradoxe d'avoir devenir une comédienne tellement populaire, dont tous les gens, ils aimeraient t'avoir comme fille, comme belle-fille, des hommes comme amante, comme... Non, tu es un être d'une telle positivité, d'une telle chaleur, d'une telle... Voilà, putain, tu le veux, le bonheur. Et ben, tu nous le fais, voilà. Et ça, les gens l'ont compris. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Danielle. On a compris, Annie, que le livre a été déterminant. Un livre que vous avez écrit, d'ailleurs, dans la douleur, hein, puisque Louis Gardel, votre éditeur, nous a confié que vous aviez un rouleau de papier toilette à portée de main pour sécher vos larmes quand vous l'écriviez. Et ça vous a fait du bien. C'est plus pratique, je l'avais même accroché à mon cou. Comme ça, s'il était directement là pour s'éponger. Et ça vous a fait du bien d'aller en parler à la télévision. À l'époque, c'est la première fois d'ailleurs que vous employiez les mots papa, maman, des mots qui vous étaient interdits. Vous l'avez posé sur papier et vous en parliez notamment à Patrick Poivre d'Arvor dans Ex Libris. Ah oui. Si je peux essayer de résumer maintenant qu'est-ce qui m'a poussée à faire ce livre, d'abord, j'avais pas envie de raconter ma vie, j'avais pas envie de raconter spécialement des souvenirs et pourquoi j'en avais pas. J'avais envie de faire un livre sur l'impuissance, de se rappeler sur une espèce de souffrance tapis qu'on peut garder parfaitement enquistée quelque part, et vivre très bien avec, et rire et faire une carrière comme j'en ai fait, et finalement on vit, on s'accommode de cette chose-là. Et c'est vrai que tout à coup j'avais envie de partager avec les gens. Je me suis dit, tiens, peut-être moi, personne publique, suis-je la me placer si j'arrive à me faire comprendre, pour essayer de mettre en mots un cri silencieux de 35 ans. J'ai essayé de donner une forme à un cri intérieur. Tu avais vu le regard de Patrick ? De Patrick. Il était étonnant. Moi, je ne savais pas à l'époque que lui aussi avait une douleur secrète. Et son regard me bouleverse, moi. Parce qu'il le prend pour lui, ça. On a bien compris donc d'où vous venez, Annie. Vous êtes née Annie Ginette Lucienne Legras, le 28 juin 1947 à Rouen. Vos parents, donc, dont on a beaucoup parlé, habitaient chez les grands-parents maternels dans les bas quartiers ouvriers de Rouen. Vous dites d'ailleurs, beaucoup de monde à se partager trop peu de pièces. Nous étions pas riches, nous vivions bien, très joyeusement, mais c'était ça, le milieu dans lequel vous étiez, donc avec un papa photographe et une maman qui l'accompagnait, donc c'est ça ? Voilà, c'est ça. Patricia est née 6 mois avant le drame. Vous avez grandi donc chez grands-parents paternels avec votre grand-mère. Et ma tante, surtout. C'était assez particulier puisque votre grand-mère était 3 fois veuve, votre tante à 30 ans, veuve aussi, 3 générations, 3 femmes seules. On disait tout à l'heure une enfance joyeuse malgré tout, dans cette ambiance assez particulière quand même. Oui. C'était... Vous savez, c'était ma grand-mère paternelle, c'était quand même des survivantes, des femmes de la guerre de 14. Les hommes pouvaient mourir très vite et puis on restait avec des enfants, il fallait se débrouiller. Et donc voilà, c'est ces femmes-là, moi, que j'ai eues. On comprend bien, vous êtes élevée avec ces femmes dans une ambiance assez lourde, parce que la petite fille joyeuse quand même, à un moment donné, elle fait une tentative de suicide. Un suicide manqué, mais un suicide quand même. Oui, je crois que c'est une chose assez classique, ça me semble-t-il. C'est quand on est habité par une espèce de culpabilité comme ça, de se dire, j'aurais dû être avec eux, et moi je suis là, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là ? On tente un coup. Je ne peux pas dire que je me suis... C'était un curieux acte manqué. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'avais écrit dans ce journal intime qu'effectivement, en marchant tout au bord du trottoir, auprès d'un boulevard où les voitures allaient à une vitesse folle, j'avais écrit dans mon journal, effectivement, je pourrais me laisser tomber, ce serait facile. Je me rappelle de cette expression. Ce serait facile. C'est tout. Je n'ai pas dit que je voulais le faire. Seulement, il se trouve que quelques semaines après, je marchais au bord de ce trottoir et je me suis retrouvée sous une voiture. Donc, je ne me suis pas jetée. Il n'y a pas eu de volonté. Simplement, j'ai glissé. Il y avait une bulle. Il y avait vous savez, cette part sombre de nous-mêmes où tout à coup on donne prise à un espèce de fantasme qu'on a eu et on ne sait même pas comment on a fait, comment c'est arrivé. Moi, je ne sais pas comment je me suis retrouvée devant cette voiture. On ne le prévoit pas du tout et dites donc, ça arrive. J'ai eu de la chance parce que j'étais tombée, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, cette toute petite voiture à l'époque, je n'ai pas vu évidemment la voiture qui arrivait. Elle avait une calandre, je crois que ça s'appelle comme ça, trop basse. Elle m'a craché carrément cette voiture sur la chaussée. J'ai encore une entaille là. C'est vrai ? Oui, j'ai la cicatrice là. Je la sens, je la touche de temps en temps. Je me dis tiens, voilà, c'est bien. Elle a un petit bourrelet là parce que j'ai eu le crâne quand même un peu fendu. Mais elle n'a pas voulu de moi, voilà. J'ai pas pu passer dessous. Mais en même temps, elle vous a changé votre vie puisque vous dites. Il a bien fallu rester là. Hein. Et en restant là, vous dites, mon suicide manqué fut sans doute pour moi l'équivalent de ces rites initiatiques qui font passer les adolescents d'un état à un autre. Peu après, j'allais découvrir une autre école et surtout le théâtre. La vie changeait radicalement de couleur et la porte de l'avenir était ouverte. Je m'y engouffrais. Et derrière ça, donc, vous êtes propulsé dans une voie artistique puisque l'école, c'était pas votre truc. On peut parler de phobie scolaire. Oh oui. Oh oui, un malheur même. Je suis arrivée très vite quand même à avoir 3 ans de retard. Donc, c'était pas possible. Et en plus, j'ai grandi de 13 cm en 1 an. Mais bon, je suis pas contre l'école, hein. Attention, c'était un cas particulier. Mais donc, à 15 ans, vous en sortez du cursus scolaire, puisque vous avez une famille qui vous écoute. Finalement, vous entrez aux Beaux-Arts de Rouen, reçu 2e au concours, peintre. Et on invite votre tante à vous inscrire au Conservatoire d'art dramatique, parce que, je vous cite, vous aimez beaucoup faire l'andouille. C'était un mot de l'orientateur professionnel que ma tante avait consulté, et qui a eu cette idée tout à coup en disant, les Beaux-Arts, c'est évident, mais puisque par ailleurs elle est première en français, qu'elle écrit, qu'elle lit, pourquoi vous ne l'inscrivez pas, puisque par ailleurs elle fait l'andouille. Je me rappelle de ce mot. Pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire pour qu'elle continue à travailler des textes. En fait, c'était ça. Voilà, D'accord. C'est vrai que c'est étrange, je n'ai jamais voulu être comédienne. Ça n'a jamais été un désir. Je n'ai eu aucune projection de moi dans ce métier. Et on peut parler d'exutoire artistique d'une certaine manière. Oui, mais c'est souvent ça, hein, la résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, pas souvent par des domaines artistiques, parce que c'est un domaine dans lequel on peut exprimer sa sensibilité. Effectivement, j'avais cette douleur, je me taisais, j'étais tenue, quoi, voilà. Mais j'avais besoin de m'exprimer quand même, d'exprimer des choses. Et en comédie, on répète. C'est-à-dire qu'on peut laisser très librement exprimer même des sentiments de tristesse, de désespoir, de ce qu'on veut, mais on les a répétés. On a répété la progression du sentiment. Plus rien ne vous surprend. Je veux dire, on maîtrise, et j'étais encore dans la maîtrise. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a été la grande décision de suivre ce métier de comédienne et pourquoi il m'a si bien convenu. En fait, c'est que c'est un métier de maîtrise. On comprend bien que vous aviez à maîtriser des choses. D'ailleurs, on a retrouvé des images d'archives de l'époque, là, où ce sont vos débuts, quoi. Ah. Très jeune, elle aimait les déguisements, elle aimait jouer avec les marionnettes, enfin tout ce qui touchait au théâtre. À 10 ans aussi, j'ai fait de la danse et je crois que c'est ça qui m'a porté vers le théâtre. J'avais décidé en faisant de la danse de faire, pas de la danse parce que c'était trop dur, mais un métier au théâtre, n'importe lequel, mais quelque chose qui soit sur scène. Et puis quand je suis entrée au conservatoire avec Monsieur Chevrin, ça a tout de suite été décisif. Vous vous en souvenez, puisque vous, en 65, donc, vous êtes engagé par Jean Meyer pour une pièce de théâtre, Les 3 mariages de Mélanie. Oui. Et d'ailleurs, c'est là où vous prenez le nom d'Annie Dupéret, le nom de votre grand-père. Oui. De toute manière, le gras, peut-être j'avais des comptes à régler avec le nom de mes parents, d'abord. C'est ça. Et puis tout le monde allait me demander si j'étais la fille de Jacques Legras. Et puis le gras, la grande, la maigre, j'en avais ras-le-bol. Voilà. C'était le nom du dernier mari de ma grand-mère, qui était tout à fait charmant et musicien et un super homme. Donc vous arrivez à Paris, Annie, oui. à l'âge de 17 ans.
avec vos qualités de comédienne, et puis donc cette beauté hors du commun dont nous parlait tout à l'heure Daniel Guin, une beauté qui en même temps a pu être embarrassante dans votre carrière, on va y venir. Évidemment, l'actrice et scénariste Nicole Jammet, qui était l'une de vos amies à l'époque, vous décrit en ces termes: j'ai vu arriver cette fille éblouissante, elle avait les cheveux blonds peroxydés, avec une queue de cheval. Quand Annie entrait dans un café, c'était la mini-révolution. Elle parlait fort, riait, s'adressait à tout le monde. Elle était impertinente, elle était libre, elle explosait complètement. Vous vous souvenez de ça? Vous détonniez d'une certaine manière quand vous arriviez à Paris? Oui, les cheveux peroxydés, c'est pas rien. J'ai toujours eu ça, même d'ailleurs souvent. Vous savez, les jeunes s'habillent très, très, très discrets comme ça. Et quelquefois, même mes enfants me disent: oh là là, mais tu mets des couleurs et tout ça, comment tu t'habilles? Alors je dis: entendons-nous bien, je ne m'habille pas, je me déguise. Parce que... Et ça depuis toujours. Mais pourquoi vous vous déguisez depuis toujours? Parce que c'est marrant, quoi. C'est drôle de mettre des couleurs, de tenter des choses. Voilà, c'est se servir de soi comme une chose amusante. Depuis Moi, je ne m'habille pas pour avoir l'air bien ou comme il faut, ou chic ou de bon ton. Tout ça, c'est vous qui les avez confectionnés, ces étoles pour beaucoup d'entre elles. Je faisais beaucoup mes vêtements. J'ai fait toujours d'ailleurs ça, voilà, je l'ai fait. C'est vous. Vous dites: je me déguise, ce besoin... c'est fort. Ah là, j'avais fait fort, là. Ce besoin de déguisement, d'une certaine manière, il vient d'où? Je sais pas, du cirque peut-être. Du cirque? Oui, du cirque et du cabaret. J'aime le cirque et le cabaret. Vous dites: j'avais ce côté funambule des rescapés de quelque chose. On peut parler fort, on est époustouflé par rien. Oui. Et si ça s'arrête, c'est pas grave. Oui, c'est une grande force. Hein. Franchement, c'est une grande force, ça. C'est vrai qu'on est assez invincible, quoi, parce que effectivement, comme j'avais jamais rêvé d'être vedette, ou j'avais pas de grands rêves comme ça, je prenais les choses comme elles venaient, donc ça évite fortement les déceptions. Moi, je savais que les fragilités à l'intérieur, mais effectivement, l'apparence était très comme ça, très vainqueur. Une sorte de décalage entre l'apparence et la jeune femme un peu fracturée. Vous vous trouviez belle, Annie, à ce moment-là? Non, aucune jeune femme ne se trouve belle, je pense. On a toujours un complexe de quelque chose. C'était vos yeux, je lisais, qui vous posaient un problème. Oui, c'est vrai. Et vous dites d'ailleurs, c'était pas un regard à sortir dans le monde, ça. C'est trop nu, trop démuni. Ce sont des yeux à se faire écraser par la première voiture venue. Je refusais complètement ces yeux, les yeux de ma mère qui sont... C'est drôle, je crois que j'ai écrit un texte sur elle où elle a son regard comme ça. Le jour de son mariage, c'est une très belle photo de mon père que j'ai agrandi sur son regard comme ça. Elle me rappelait, vous savez, certaines de ces photos de gens qui partent pour les camps de concentration, des choses comme ça, sur des quais de gare, les gens qu'on sait qu'on ne reverra jamais. Elle avait ce regard qui était très, très triste comme ça, très... Et oui, je ne voulais pas avoir le regard de ma mère, du tout. Il y avait un magnétisme, on le voit bien en tout cas. Et Patrick Chenet, il parle de ce magnétisme, mais également d'une forme de distance. Il dit: j'ai toujours senti une maturité affichée, mais aussi une réserve, une distance qui passait souvent par l'humour, la dérision. Il y avait ça aussi? Oui, bien sûr. Il y avait plein de choses qui me regardaient. Personne n'avait à voir avec ça. Donc, voilà. Ça, il y a une chose que j'ai toujours su, par contre. Je suis gentille. Mais j'ai su ça assez tôt, vers 13-14 ans. Ça m'avait frappée. J'entendais déjà: oh là, pour réussir dans la vie, il faut jouer des coudes. Voilà, cette expression. Je me suis dit: mais j'y arriverai jamais, moi. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, il va falloir que je m'y prenne autrement. Peut-être me faire aimer, ce serait une solution, puisque je n'ai aucune combativité. Aucune. Voilà. Il y en a un qui vous a remarqué, en tout cas, et vous n'aviez pas eu besoin de jouer des coudes. Vous êtes au conservatoire, vous êtes donc toute jeune. Et c'est Jean-Luc Godard qui vous repère, à même pas 20 ans, on est en 1966. Il vous retient pour jouer dans son film 2 ou 3 choses que je sais d'elle, avec Marina Vladi. Ça s'est passé comment, la rencontre? J'ose à peine en parler. Je crois que c'était un assistant que j'avais rencontré, dans je ne sais pas où, qui m'a dit: tiens, il y a Godard qui cherche une actrice pour faire l'amie de Marina Vladi. Tiens, viens, je vais te présenter. Je l'ai vu sur le trottoir. Sur le trottoir, il m'a regardé, il a dit: ça va. Ah je me suis dit: bon, d'accord. Et puis après, voilà, j'étais sur ce tournage, c'était quand même assez curieux, Godard. C'était assez spécial. De temps en temps, il vous filait un papier avec un bout de texte à dire qu'on ne comprenait pas, mais ça fait rien, fallait le dire. Marina Vladi souffrait.
Je la voyais, vraiment, elle avait des écouteurs dans les oreilles, elle devait répéter ce que lui disait derrière le truc, enfin, c'est-à-dire l'inverse de l'acteur, quoi. Manipuler, utiliser... Ah là là, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, dis donc, si c'est ça le cinéma, je vais retourner vite fait au théâtre, hein. Ah, c'était pas drôle du tout. Enfin, je peux le dire parce qu'il aime pas les acteurs. De toute manière, il l'a dit assez souvent quand même, que les acteurs étaient des enfants malades. Bon, donc, c'est normal que les acteurs l'aiment peut-être pas beaucoup. En tout cas, il vous a ouvert les portes du cinéma, on peut dire ça. Bah, écoutez, ça fait un début pratique pour les journalistes. Tous les autres films qui ont suivi, en tout cas, vous ne vous dites pas que vous lui devez quelque chose, manifestement. Pas du tout. Non, pas spécialement. Vous les devez à vous-même. Au hasard, aux rencontres. Il y a eu un tournant où j'ai vraiment voulu quelque chose. Ça, par contre, oui. Un jour, j'ai eu un petit choc sur un tournage, c'est-à-dire que, bon, j'ai vu le producteur et le metteur en scène, à peu près à 10 mètres, là, qui parlaient de quelqu'un, en disant, oh, on a eu du pot quand même, elle aurait pu être mauvaise, elle aurait pu, mais bon, heureusement, on a eu de la chance, elle est pas mal, etc., on s'en tire bien. Et je me suis retournée pour voir de qui il parlait. Il n'y avait personne derrière, c'était moi. Je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai eu des premiers prix au conservatoire, je fais du théâtre, et j'ai là des gens qui m'ont engagée et qui sont étonnés que cette gourdasse belle soit capable d'aligner 3 mots. Je me suis dit, mais il faut que je revienne au théâtre, c'est pas possible, il faut que je revienne au théâtre. Là je suis perdue, là, si je continue comme ça. Donc vous êtes réfugié immédiatement au théâtre à ce moment-là. Ah, ça, j'ai crié partout, je voulais revenir au théâtre. Et j'ai eu la chance, là, la chance merveilleuse de rencontrer Jean-Louis Barrault. Voilà. Jean-Louis Barrault et Jean Mercure, ce sont vos deux mentors au théâtre. Oui. C'est eux qui vous ont fait travailler, et donc Oui. notamment dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Immense succès dans un rôle de tragédie, puisque donc c'est là où vous vous réfugiez d'une certaine manière au théâtre. Ça a été hyper important, et vous êtes structuré par le théâtre, on peut dire ça comme ça? Oh oui. Là, disons, j'ai vraiment continué à apprendre mon métier, voilà. C'était gonflé, hein, de la part de Mercure, quand même, de faire une Hélène de Troie brune, alors qu'on disait c'est une petite blonde. Et on avait gardé ça dans le texte, en plus. C'était gonflé, ça vous ressemble. Il y a eu donc le théâtre, évidemment, votre carrière est associée au théâtre, mais aussi, évidemment, à un film culte, Un éléphant, ça trompe énormément, avec une scène que vous avez vue 1,5 milliard fois. Mais on va mythique. Mythique. Faire partie d'un plan mythique du cinéma, c'est génial. C'est ça. 6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes. C'est toujours rire. C'était un début de film génial, quand même. Génial, ouais. Génial. Génial. Et moi, le plan que je préfère, c'est le suivant. Quand il va voir ce que ça fait. Ça, c'est une idée géniale. Sixième. Moi aussi. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Un sexe symbole est né à ce moment-là. On peut dire un mot sur cette beauté. Vous racontez finalement cet épisode douloureux dans la vie d'une femme, la ménopause, 1 an avant vos 50 ans. J'ai vu en 2 mois la vieillesse me fondre dessus, une peau de poulet qui ne tenait plus au cou, et mon décolleté d'époque devenant de plus en plus tristement mou. Si je suis coincé sur une île déserte, rien que 3 mois sans mes pilules et sans teinture, c'est une vieille dame qui va revenir. C'est vrai. Oui, mais enfin d'abord, c'est étonnant qu'une actrice parle aussi franchement. Je crois qu'à l'époque, je suis une des premières à avoir dit mon âge, parce que maintenant, ça suffit, les conneries, quand même. Ça a été quoi, un coup de blues pour vous? Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. C'était embêtant, voilà. Il faut dire que juste à cette période-là, il m'a été donné
de rencontrer. Alors, j'avais fait un beau couple avec l'homme de ma vie, Bernard Giraudot, qui m'avait convaincu, et heureusement, merci Bernard, de faire 2 enfants. Mais après, juste à la ménopause, en fait, j'ai rencontré le 2e amour de ma vie, et avec lequel j'ai vécu 12 ans. Chris Campion. Voilà. Mais donc, c'était, si vous voulez, comment j'ai pris ça comme un embêtement. Voilà, c'est tout. Vous avez quand même eu recours à la chirurgie esthétique, vous qui aviez toujours dit qu'elle vous faisait peur et qui détestiez les actrices qui avaient cet empesage que je vois sur certaines actrices liftées comme une petite mort posée sur un visage, plus lisse mais moins vivant. En somme, j'ai la trouille, mais vous avez retouché ? Oui, quand même, bien sûr, mais tout le monde le fait, Bon, il est d'usage de ne pas trop en parler, mais moi, disons que je suis plutôt pour le grand moyen à l'ancienne. C'est-à-dire un bon lifting classique, c'est bien. Les injections, les machins, les trucs qui vont... ça, niet. Faut le faire intelligemment, si j'ose dire. C'est vrai que quand on va voir un chirurgien et qu'on a déjà 60, 65 ans, etc., moi, j'ai expliqué, attention, je veux pas cacher mon âge, c'est pas la question. Je veux juste retirer le pli moche, c'est tout. Et vous dites, je veux paraître ce que je suis, mais éviter le plus moche, c'est ça ? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Alors là, on va confier une chose. Avec mon grand complice Joël Santoni, avec lequel on fait Les Familles Formidables, il y a des gens déjà donc une quinzaine d'années, ou une dizaine, je ne sais plus. C'est vrai que l'image, pour nous, c'est assez impitoyable, quoi. Et sur un tournage, effectivement, on a le caméraman qui dit « Je vais monter un peu la caméra, parce que voilà, on voit là, comme ça, oui, la lumière, fais attention, parce que là... Puis tout à coup, la chose qui arrive, on vous dit « Tu voudrais pas mettre une petite écharpe pour cette scène ?» Bon, alors là ça finit par devenir obsédant au bout d'un moment. Et alors, avec Joël Santoni, un jour, j'ai dit, écoute, ça commence à m'énerver, tous ces trucs, machin. Je vois que ça pose des problèmes non seulement à moi, mais à tout le monde autour, les techniciens et tout. Je ne sais pas comment rattraper ça, là. Et on s'est mis devant une glace tous les deux, et il m'a dit, il y a une chose, c'est que, est-ce que tu vois la proportion de visage de toi qu'on voit et de cou? La proportion de cou est presque supérieure à celle du visage. Or, elle n'a aucune expression. Voilà. Et c'est là où c'est embêtant. Alors là, les rides, tout ça, ça bouge, c'est suivant les sentiments et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui tombent, qui n'ont pas d'expression. Et ça, c'est embêtant. On n'a pas parlé de la Annie campagnarde, et on passerait à côté de vous, évidemment, si on ne l'évoquait pas, puisque dès que vous le pouvez, et notamment quand vous écrivez vos livres, vous vous réfugiez dans votre maison en Creuse, avec son jardin, ses 4 hectares. On va voir à quel point cette maison est importante pour vous. Vous l'avez achetée avec Bernard Giraudot. On va vous voir déjà dans votre maison. Ma vie est scindée en 2. C'est Paris, c'est la comédienne, et ici, c'est mon lieu d'écrivain. Voilà. Alors ça sent le poulailler, hein. Mon luxe, c'est ça. Mais ça repose bien, hein, vous savez, après un tournage, de nettoyer le poulailler. Voilà. Alors ça se passe là, l'écriture, effectivement. Je pense que je m'expose beaucoup dans mes livres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et j'ai pas besoin pour ça de parler de détails intimes. Je m'expose énormément sur comment je suis, comment je ressens les choses. De toute manière, à chaque fois qu'on écrit sur les animaux, on écrit sur nous. C'est votre refuge, cette maison, construite avec Bernard Giraudot? Oui. On avait construit vraiment la maison de famille, quoi. C'est ça. Les 3 maisons d'enfance qui auraient pu me rappeler des souvenirs ont été rasées. Alors c'est quand même quand tout à coup on a tous les lieux où on a été, où on pourrait revenir et qui ont été détruits, on se dit qu'il y a quand même le sort qui vous dit retourne pas en arrière, quoi. C'est pas la peine, faut aller de l'avant, quoi. Faut construire quelque chose. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la Creuse, voilà. C'est précisément la Creuse. Cette maison, elle a failli ne jamais abriter de cris d'enfant, puisque vous n'étiez pas prête à donner la vie. C'est Bernard qui vous a libéré et vous a permis de devenir maman. Votre rencontre avec Bernard Giraudot, vous dites que la passion, ça n'a jamais été votre truc. Vous n'êtes pas une fille de passion, mais pourtant avec lui, ça a été quoi? Quand même une sorte de coup de foudre, non? C'était un coup de foudre étrange qui ressemblait à une espèce d'évidence comme ça. C'est une chose qu'il refusait assez, lui, parce que était assez solitaire aussi dans son genre. Et on était 2 solitudes, finalement. On a eu des rapports assez gémellaires, je trouve.
Il y avait des parcours comme ça qui avaient quand même d'étranges correspondances. Lui partant de chez lui à 15 ans pour entrer dans la marine, moi aux Beaux-Arts. Il y avait quelque chose qui était très proche. Même une ressemblance physique, Annie, d'ailleurs. Même une ressemblance physique et du sourire. Et quelqu'un m'a dit, effectivement, il avait le sourire de ton père. Ah oui. C'est possible. Oui, il y a un petit peu, il y a un type d'homme comme ça. Nicole Jammet, l'une de vos amies de jeunesse, dit de votre couple, pour Annie et Bernard, aimer, c'est faire. Donc s'aimer, c'est faire ensemble. Donc ils ont fait ensemble, avec la même intensité et la même passion. Donc on l'a bien compris, cette maison en Creuse, vos enfants, mais comme vous êtes deux artistes, évidemment, vous avez aussi créé ensemble, notamment une comédie musicale en 1978. Ça a été tout de suite, ça a été le ciment du couple, ça, cette comédie musicale. Attention fragile, donc. Une série de sketchs d'abord sur la vie de couple, de l'enfance à la vieillesse. Ça donne ça. Je vous ai pas déjà rencontré quelque part? Oui. C'était pas aux conférences sur la libération de la libido? Ou alors à l'Institut des splendeurs sensorielles? Bon, allez, ça va. Allez, sois franche avec moi, quoi. Qu'est-ce qui te fait grimper au plafond, hein? Les séances de Gigi, ça doit te plaire, non? Et les SM? Les quoi? Les Gigi et les SM. Gigi, gadget joué, SM, sadomasochisme. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses du style TF? TF? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais pas? Non. Oh, tu plaisantes, là, tu me fais marcher. Non, TF, dis-moi. TF. Tendresse, fidélité. Ouais, d'accord. Bonne nuit, pauvre con. Va te faire foutre, connasse. Vous découvrez, en fait, comme au départ, personne ne voulait miser un sou sur le projet, vous avez rajouté tous les deux de la danse. Nous prenions des cours de chant, on avait pris des cours de danse depuis 20 ans, vraiment, on dansait tous les deux, et on s'est dit, c'est quand même extraordinaire, personne, jamais, ne va nous demander de nous servir ni du chant ni de la danse. C'est quand même incroyable. On a répété pendant 1 an, sans avoir de théâtre, en refusant tout ce qu'on nous proposait par ailleurs. Non, mais on a été vraiment... Et là, c'est vrai que quand je vois des interviews de nous à l'époque, je me dis, il y a un couple. Hein. C'était un travail incroyable, puis on est parti en tournée, et puis ça a été un vrai succès, cette comédie musicale. Il n'y en a pas beaucoup de documents, effectivement, parce que à l'époque, on trouvait très bien que le théâtre est éphémère, et puis pourquoi on le filmerait. Et maintenant, je regrette, parce que, par exemple, mes enfants aimeraient beaucoup le voir. J'imagine, oui. Et d'ailleurs, si vous avez des documents, je les attends. Hein. Eh ben, on va tout vous donner, Annie, évidemment, on va tout vous donner. Parce que ça, par contre, je l'avais jamais vu. Hein. On va vous donner, d'où ça, évidemment, jamais vu, oui. L'élément. Vous aviez tout pour être heureux, tous les deux, chanter, danser, jouer. Et amoureux. on travaillait bien ensemble, vraiment bien, quoi. On allait du même pas, de la même énergie. J'avais bien meilleur caractère, quoi, c'est la seule chose. Mais en même temps, lui, vous le racontez, il n'était pas apte au bonheur aussi. Il prenait ça comme une forme d'ennui. Et alors, on se demande vraiment pourquoi une orpheline qui ne cherchait que le bonheur, la douceur, a été avec ce mec-là, quoi. Il y a des choses étranges dans la vie, quand même. Votre fille a un peu répondu. Sarah Giraudot nous a dit « Ma mère et mon père avaient certes des tempéraments radicalement différents, mais ce qui les a fait tenir aussi longtemps ensemble, c'est que chacun admirait immensément l'artiste en l'autre. » Oui, absolument. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu une estime comme ça. Et puis, effectivement, il a eu cet extraordinaire mérite, pour moi, de briser ce refus que j'avais de l'enfant. Je l'ai souvent dit, mais en prononçant une phrase. J'étais ce que j'estimais du côté rompu de la chaîne, voilà. C'est-à-dire, plaf, il y a les parents, il y a plus, hop là, tout ça est là, et puis il y a un maillon isolé qui est nous, voilà. Et ça s'arrêtait là. Et ça s'arrête là, voilà. Et renouer la chaîne, c'est terrible, quoi. Ça veut dire renouer avec le danger de perte, renouer avec l'attachement enfin, avec des choses forcément douloureuses, parce que ça peut, je le savais et trop bien, ça peut se terminer mal, voilà. Et un jour, il a eu cette phrase magnifique que j'ai souvent dite, mais que je redis, parce que c'est vraiment un trait de génie de sa part. Il m'a dit, le refus de l'enfant à ce point-là, c'est une forme de suicide. Mais alors, c'est même pas la peine de réfléchir. Je veux dire, tout de suite, j'ai reconnu intimement la justesse de la définition, quoi. Et donc, en 1982, à 35 ans, vous allez accueillir votre fils Gaël, suivi en 85 de votre fille Sarah. Un mot encore sur Bernard, si vous voulez bien. Vous avez dit, l'épreuve terrible qu'a été son cancer l'a beaucoup fait s'ouvrir à la vie. La maladie lui a fait faire un parcours admirable. De cet être si sombre avait émergé une clarté et une paix incroyables qui m'ont fait penser, tu as eu raison de l'aimer, tu n'as pas été une imbécile d'avoir choisi ce type. C'est un homme qui s'est retourné comme un gant. Et effectivement, ce qui était extrêmement rassurant pour moi, et
extraordinaire, c'est que effectivement, je pouvais me poser des questions. Pourquoi j'étais restée 15 ans quand même avec un être aussi difficile, dont je sentais qu'il y avait un type formidable au fond. Je le sentais, quoi. Je le sentais, et il n'avait de cesse de me prouver le contraire, quoi. Et je me disais, j'arriverai, il va comprendre. Il va comprendre un jour, c'est pas possible. On a tout pour être heureux, on a 2 enfants en bonne santé, il faut qu'il gâche tout. C'est pas possible, il va comprendre. Et puis, le jour où je l'ai quitté, c'est le jour où je me suis dit, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Il veut pas, j'y arriverai pas. Et malheureusement, il a fallu que ce soit la maladie, c'est pas moi. Moi, j'ai raté. Mais le cancer a réussi. Le cancer a réussi à tout à coup lui faire prendre conscience, finalement. Quand je dis retourner, il s'est vraiment complètement retourné, tout à coup. Et il est devenu l'homme que moi, j'avais vu au fond. Je comprends, au tout début. Voilà. Et quand il est parti, donc à 63 ans, le 17 juillet 2010, vous êtes quitté en paix? Ah oui, c'est lui-même qui a voulu qu'on parle. On a parlé 2 jours entiers, je crois. Ah ouais? Oui, de tout ce qu'on avait vécu, de comment il avait été, de ce qui m'avait blessé. C'est rare de pouvoir faire ça. Il a aussi pu, à travers cette maladie, tisser un lien avec son fils. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est devenu aussi beaucoup plus accessible à ses enfants. Il a arrêté de coller sur la tête de son fils des exigences et ses rêves personnels et tout ça, qui étaient des choses très lourdes pour Gaël, quand même. Et ce qui fait que Gaël, d'ailleurs, c'est absolument interdit de penser à pouvoir être comédien parce que son père était là. Et il n'a pu avouer qu'il rêvait de jouer la comédie que quand son père a disparu. Il a joué notamment avec vous dans Une famille formidable, où il joue votre beau-fils. C'est une anecdote, mais c'est assez amusant d'ailleurs que vous incarniez depuis 25 ans maintenant cette famille formidable, vous qui avez eu ces familles particulières. Gaël était là sur le tournage puisqu'il jouait votre beau-fils. Oui. Ouais, ça va, on sait comment ça fonctionne chez les gays, non? Les rencontres, tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, nous, les gays? En tout cas, moi, je couche pas à droite et à gauche, si c'est ce que t'insinues. J'ai jamais dit ça. Bah, qu'est-ce que t'as dit, alors? Bon, je ferme ma gueule. Ouais. J'ai jamais trompé Claire. C'est ça que tu veux savoir? J'ai jamais dit. Non, puis merde, ça va, c'est pas de ma faute si ton mariage pour tous a capoté. C'est pas un mariage pour tous, c'est un mariage tout court. Oh, ouais. Après le mariage pour tous, le divorce pour tous. Quelque chose me dit, cher Jean-Philippe, que tu ferais bien de changer de sujet. C'est vous qui l'avez inventé, le divorce. Nous. Les hétéros. Eh ben, tu vois, toi aussi, tu généralises. Et en l'occurrence, ça vous arrange bien que nous, on l'ait inventé. Jean-Philippe, t'irais pas voir en cuisine s'il reste un bout de gâteau? J'ai un petit creux. Bonne idée. Pourquoi? Parce que... Donc, ça, c'est pour Gaël. Vos 2 enfants sont devenus comédiens. Et Sarah, qui vous rend hommage, vous en souvenez, au Molière, quand elle remporte ce Molière de la Révélation théâtrale en 2007 pour son rôle dans La valse des pingouins. Son père est dans la salle, en larmes. Et je lui avais dit, heureusement que je ne suis pas là, parce que ça, franchement, ça t'aurait fait beaucoup d'avoir les 2 géniteurs en même temps. Et la lauréate est Sarah Giraudot dans La valse des pingouins. Merci. Je voulais juste vous dire que je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un comédien, ou qu'un comédien puisse rêver, c'est faire rêver les gens. Et ce Molière, c'est une magnifique récompense de tout l'amour que j'ai mis dans ce rôle et dans cette pièce. Voilà, merci. C'est énormément d'amour que vous me donnez. J'embrasse très fort mes parents, ma mère qui n'est pas là, mon père qui est ici ce soir, et j'en profite pour lui dire que j'attends le moment, je rêve du moment où il va remonter sur scène. Voilà. Je pense que je suis pas la seule à... Voilà. Alors vous vous rendez compte, j'aurais été là, ça aurait été terrible. 10 ans après, l'émotion est là. Évidemment, Bernard était déjà malade à l'époque. Quelle mère vous avez été, Annie? Vous dites souvent une mère amateur. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous avez dû inventer ce métier de mère puisque vous avez oublié la vôtre. Évidemment, c'est assez étrange parce que je me rappelais pas du tout, j'avais pas de souvenir de mère, donc aucun souvenir à suivre ni à contrer d'ailleurs. Rien. Inventé. Donc vous avez beaucoup observé. Et je voyais, oui, je regardais les mères autour de moi et je les trouvais lourdes, voilà. C'était le mot. Je les trouvais lourdes le plus souvent sur la tête de leurs enfants comme ça.
Et j'essayais à tel point que mes enfants, parfois, ont pu me trouver, peut-être, je pense, ou indifférente, ou trop comme ça, ne prenant pas les choses au sérieux, parce que, en fait, j'essayais d'être la plus légère possible. Voilà, de ne pas leur peser sur le chou, comme on dit. J'ai fait un rêve terrifiant, et je pense que dans ce rêve, j'ai accompli le geste qu'il fallait. Et je me rappelle très bien. C'était quoi ? J'ai rêvé une nuit que nous allions entrer dans une chambre à gaz. Bon, mes parents asphyxiés, après j'ai fait le rapport, c'est peut-être ça. Je voyais, d'ailleurs je ne sais pas comment c'était, le chambre à gaz, mais je voyais très précisément un décor, avec une porte comme ça, une porte très lourde qu'on allait refermer. Et j'avais ma fille contre moi. Et je me disais, bon, c'est pas grave, je vais y aller, en même temps que de tas de gens d'ailleurs. Je vais y aller, mais au moins j'ai ma fille. Et je sentais ses pieds qui butaient là. Elle avait la taille pour que ses pieds butent là, comme ça. Donc. Et nous rentrions dans cette chambre à gaz, nue, comme ça. Et au dernier moment, avant que la porte se ferme, je l'ai jetée dehors. Je me suis réveillée dans un état, je ne vous raconte pas après un rêve pareil. Oh, c'était terrible, mais je crois que j'ai accompli inconsciemment dans ce rêve le geste qu'il fallait, c'est-à-dire que je l'ai séparé comme ça. Moi, je pense que ce rêve a été complètement libérateur entre nous. Il s'est passé quelque chose à un niveau tout à fait profond et inconscient. Ils viennent évidemment à la maison en Creuse, on imagine, où ils ont été élevés en partie. Cette maison que vous avez rachetée à Bernard sépare quand vous vous êtes séparés. Dans cette maison, évidemment, vous aimez le jardinage, gratter la terre, planter, récolter. Moi, j'y vois une lecture symbolique. Comme on est sur un divan, on se dit, si elle aime autant ce jardinage, c'est qu'elle a besoin d'enracinement. Elle qui n'en a peut-être pas eu, en tout cas, le lien un peu facile, c'est celui que je fais. Bien sûr, oui, moi c'est évident. Puis c'est bien de cultiver des choses. Je suis très pragmatique, moi, c'est ça, voilà. Je suis pas une intellectuelle du tout, en fait. J'aime bien les textes, j'aime bien les auteurs qui sont pas intellectuels, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours aimé Colette. Colette est une intelligence remarquable, mais vous ne trouverez pas dans les livres de Colette une spéculation intellectuelle. Ça n'existe pas. Et il y a un autre auteur préféré, comme ça, que j'ai. Je ne pars jamais en voyage ni en tournage sans avoir au moins 2-3 Frédéric Dard dans mon sac. Ah ouais ? San Antonio, c'est magnifique. Moi, je m'en lasse pas, franchement. Donc, vous écrivez là-bas, vous jardinez. Il y a aussi tous ces animaux. On a vu, évidemment, tout à l'heure, les poules, mais il y a aussi les chats. Vous leur avez consacré beaucoup d'ouvrages à ces chats. Vous dites d'ailleurs, les gens qui aiment les chats sont souvent des gens qui ont besoin d'être consolés. C'est votre cas ? Oui, bien sûr. Souvent, on trouve ça. Je me félicite pas toujours de ce que j'ai écrit, mais j'ai fait un portrait de gens qui aiment les chats. Je crois qui est assez juste, effectivement. Avec donc ce besoin d'être consolé. Les gens qui aiment les chats ont besoin d'être consolés de tout. Mais encore aujourd'hui, Annie, vous avez besoin d'être consolée ? Bien sûr. Mais je ne veux pas parler de Chris, le deuxième amour de ma vie, parce qu'il s'est éloigné de ce métier. Je dirais simplement que j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui m'a consolée pendant à peu près une dizaine d'années. Qui peut dire ça ? Qui peut dire, quand on a une blessure intérieure comme je l'avais, où il y a toujours quand même quelque part une petite orpheline qui réclame, etc., cette petite part sombre de moi qui existe a été consolée par quelqu'un pendant à peu près 10 ans. C'est extraordinaire. Le temps qu'on a été ensemble, il m'a donné une force, mais justement, une force incroyable. J'ai écrit 5 livres, je crois, le temps qu'on était ensemble. Je veux dire, parce que j'avais cet homme-là qui me confortait, qui me rassurait, c'était formidable. On entend ça, il y a quelqu'un qui a vécu toutes ces périodes-là avec vous, qui vous connaît par cœur, qui connaît aussi la Annie agricole dont on vient de parler. C'est votre ami, le comédien Jean-Paul Borde, il vous connaît depuis longtemps, c'est même le parrain de Mona. Oui. Et votre petite fille, la fille de Sarah. On va terminer l'émission avec lui. Bonsoir. Bonsoir, mon Polo. Bonsoir, ma petite reine chérie. C'est pas le lieu pour les fous rires, hein. Oh, t'inquiète pas, j'ai des choses en magasin. Annie raconte des choses assez fortes et assez douloureuses, et en même temps dans un rire permanent. C'est ce qui la caractérise d'une certaine manière. On a l'impression qu'elle s'effondre jamais. Tout d'un coup, j'ai eu un flash. Ça m'était jamais venu. Elle me fait beaucoup penser à Arletty.
Cette chose qui fait qu'on transforme tous les chagrins, toutes les douleurs par le rire. Puis aussi sur la générosité et la disponibilité qu'Annie met sur le regard sur les autres, sa famille, ses amis et le public. Quand on a eu la chance de faire une grande tournée avec Colombe, avec Sarah et Annie, je voyais les gens qui étaient heureux de la voir en vrai, avant. Alors pendant, évidemment, mais après aussi. Ce lien très fort. Hein. Ah oui, en disant merci d'être ce que vous êtes, qui vous êtes. Et ça vient d'où? Est-ce que vous pensez que ça vient notamment de ce livre où Annie a créé ce lien à travers le voile noir? Bon, elle avait ça en elle, mais le voile noir a certainement décuplé tant de choses dans sa vie. Oui, bien sûr. Mais pour les gens, effectivement, le contraste entre ce qu'il y avait dans le voile noir et ce que je dégage, c'est ça, je crois, qui fait que les gens reconnaissent peut-être ce que Boris Cyrulnik a appelé la résilience. La résilience, ça fait du bien, quoi. D'avoir vécu ça et de pouvoir être comme ça. C'est peut-être ça. Dans ce cas-là, je suis heureuse de pouvoir donner ça aux gens, oui. Jean-Paul, vous avez parlé de son rapport à l'amitié, on a entendu son rapport à la famille, on a parlé de Bernard, on a parlé de Chris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'Annie est célibataire? Elle a tout pour être accompagnée et bien accompagnée, non? À qui le dites-vous? Alors ça, moi, je supporte pas. Je cherche. Pas. Hein. Je cherche, mais grâce à vous, je lui annonce quand même que je l'ai mise sur un site de rencontre. Elle va recevoir. J'ai donné son mail, elle va recevoir. C'est bien, chérie. Plus sérieusement, Jean-Paul, après, je vais en parler avec Annie pour conclure. Elle a renoncé à ça? Elle vous dira que oui, mais pas moi. Pourquoi pas vous? Parce que vous voulez que... Parce qu'une femme comme ça, c'est pas possible qu'elle reste seule. C'est pas possible. Oui, apparemment, voilà. Ça, c'est un numéro que vous lui avez souvent fait, non, Jean-Paul? Oui, mais c'est très difficile. Aidez-moi. Je vais vous aider là. Mais donc, en tout cas... On fait une annonce publique, on peut en profiter. C'est un sujet pour vous. Vous ne comprenez pas qu'Annie soit seule aujourd'hui? Mais c'est parce que c'est une chose naïve. J'ai toujours envie que les gens que j'aime soient deux. Je comprends. Mais tu as raison. En plus, je suis très facile à vivre. Ah oui, ça c'est vrai. C'est un mec. C'est un mec. Vous savez, c'est un mec. Pour terminer quand même, parce que vous êtes le parrain de Mona, la petite fille. Tout à l'heure, Daniel, qui était à votre place, nous expliquait à quel point c'était une grand-mère particulière. Annie, vous pouvez nous en dire 2 mots? Moi, je peux vous dire, en tout cas, si vous permettez, qu'avec Mona, elles ont un rapport d'amitié. Elles créent une amitié. C'est pas un rapport filial de grand-mère à petite fille qui se joue entre elles, et ça, c'est magnifique. Non, je sais pas, c'est une personne, quoi. C'est voilà. Vrai que c'est peut-être ma propension à pas considérer les enfants comme des enfants, à chercher quelle est la personnalité derrière. Et je lui ai dit d'ailleurs à Mona, je t'aime pas spécialement parce que tu es ma petite fille, j'aime la personne que tu es. Elle a quel âge, Mona? Voilà, 5 ans. Merci beaucoup, Jean-Paul, merci beaucoup. Avec plaisir. On va terminer là-dessus, Annie. Sincèrement, vous avez renoncé à l'idée du couple? Oui, en fait, je crois, oui. En fait, je crois parce que... Alors, j'en plaisante en disant comme ça, la guinguette a fermé ses volets. Où j'ai dit à un de vos collègues, un jour, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va écrire? J'ai dit, je me rappelle le mot d'une de mes vieilles amies qui était assez jolie, où on disait, mais pareil, comme ça, mais comment vous vivez seul, un compagnon ne vous manque pas? Et elle avait répondu, oh, vous savez, j'ai été bien servie. Et donc, je continuais la phrase en disant, écoutez, quand on a été très, très bien servi comme je l'ai été, c'est pas la peine de s'accrocher à la nappe. Mais bon, c'est un peu trivial. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de s'échapper? Est-ce que de temps en temps, ça vous manque pas? Non, c'est pas une façon de s'échapper. Je pense que nul n'est à l'abri d'une bonne surprise et d'une belle surprise. C'est possible. Je ne l'appellerai pas, je ne la chercherai pas. Elle viendra ou elle viendra pas. Mais connaissant le peu de courage des hommes quand même, en général, déjà quand on est connu, c'est tout à fait improbable qu'il y en ait un qui ose franchir le pas. Je pense que ceux qui auront vu cette émission, peut-être se seront dit, c'est vraiment une belle personne. C'est ce que je vais vous dire en face, Annie, puisqu'on va débriefer. Ah, ça tourne! Faites faire un tour de manège, genre, vraiment, vous voulez me ramener à l'enfance, alors? Ça y est, à l'enfance, on l'a bien exploré, un demi-tour de manège. Vous étiez super, mais votre ami nous avait dit, vous allez voir, elle est solaire, je le savais, je vous connais quand même plutôt pas mal. Vous l'êtes solaire, réellement, réellement. Vous en avez conscience? Ben oui, mais j'aime bien être comme ça. Ça n'empêche pas des moments de repli, des moments pas de tristesse. Je suis pas quelqu'un de triste, mais je peux être assez mélancolique quand même. Mais ça, c'est pour moi, voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien les gens et j'aime beaucoup la vie. On sent, finalement, vous aviez
le choix, ou ne pas l'aimer du tout, ou l'aimer beaucoup, en fait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Annie. Je vais vous laisser terminer par des mots. On termine toujours par une phrase. Pour vivre heureux. Soyez en paix avec vous-même. Ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Annie Dupéret. Merci à vous. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.